descentes, des saisies. Ça fait donc des années aussi que dans cette voûte de l'édifice de la Gendarmerie royale à Westmount, on entrepose les saisies de cette guerre, de l'héroïne, de la cocaïne. Et c'est une guerre qu'on dit moins probable à gagner maintenant, depuis que Montréal est devenu une sorte de plaque tournante pour l'Amérique du Nord, et que les organisations criminelles qui sont impliquées dans le marché le sont aussi dans les secteurs légaux de l'économie, ce qui complique la tâche des policiers. Ils seront les premiers à vous faire remarquer que pour un sac comme celui-ci qui a été saisi, il y en a probablement 4 qui leur ont échappé. Ils en ont gros à dire, comme vous le verrez à l'instant, sur ces immenses trous qui existent dans le filet et qui fait pour le moment qu'ils sont des perdants dans une guerre qu'ils aimeraient bien gagner. Le trafic avec l'agenda a été positif. C'est beau. Préparez-vous les boys, c'est un warm-up, là. Le trafic a été positif. Là, on va aller perquisitionner l'autre endroit. C'est plus les trafiquants de rue, les revendeurs de rue. Des fois, on touche à des petits réseaux et puis on tente de les mettre hors d'opération, si vous voulez. Mais notre mandat est la rue, le court-terme, si vous voulez. Where? Oh my God. Where? Where's the bag? On the floor. Pourquoi déployer tant d'énergie pour de si petites saisies de drogue? Selon Pierre Maziad, ces arrestations sont loin d'être sans importance pour les voisins des petits vendeurs. Notre clientèle, à notre niveau, c'est les honnêtes citoyens. La pauvre petite madame qui habite à son logement, et à 4 heures du matin, les clients arrivent, puis ils se trompent de porte, puis ils cognent à sa porte à elle. C'est cette madame-là qui est notre client. Et puis, quand on arrête le voisin à côté qui fait le trafic, on l'enlève de son milieu. Bien, la madame à côté n'a plus de clients qui cognent à sa porte à 5 heures du matin. Oui, on est en place à toutes les portes. C'est ce que je dis. Oui, c'est positif. C'est positif. Parce que la clientèle qui viennent ici se procurer des stupéfiants, c'est pas des enfants de cœur dans tous les cas. On s'entend là-dessus. Il y a beaucoup de ces personnages-là qui vont faire des voix qualifiées ou des intros pour se procurer le stupéfiant. C'est des bandits, c'est des criminels. À la police de la CUM, la lutte à la drogue se déroule à 2 niveaux. Il y a les enquêteurs de la rue, mais également ceux qui travaillent aux enquêtes à long terme et qui s'occupent des grandes organisations criminelles. Nos sources d'information proviennent de la rue, évidemment. C'est qu'on peut voir la tendance, on peut voir avec des études comparatives de stupéfiants, de savoir quelle organisation ça peut provenir selon les composantes, voir l'évolution des organisations, avoir beaucoup de renseignements aussi au niveau des organisations en procédant des arrestations à de plus bas niveaux pour pouvoir monter les échelons. Donc, effectivement, la lutte des stupéfiants commence par le travail sur les rues. Mais depuis le temps que nous entendons parler de la lutte à la drogue, a-t-on enregistré de véritables progrès? Les grandes organisations évoluent continuellement. Ce que l'on voit présentement, c'est les organisations vont s'entraider, vont s'affilier, et plusieurs d'eux autres vont utiliser des moyens techniques ultramodernes pour transporter, pour transiger, pour surtout envoyer l'argent d'un pays à l'autre. Ça peut être des motards qui s'associent avec une bande criminalisée italienne, avec une autre bande criminalisée de l'extérieur de Montréal, du Grand Montréal. Ça peut être différentes bandes. C'est des hommes d'affaires qui agissent au même titre que n'importe quel chef d'entreprise qui veut avoir le meilleur bénéfice au bout de la ligne. En même temps,
la police et les polices internationales et Interpol ont beaucoup perfectionné leur méthode de détection. Et bien sûr, la possibilité de s'aviser à l'échelle internationale aussi qu'une cargaison arrive et décuple les moyens des polices. Séparément, chaque organisation pouvait travailler la même organisation criminelle. Donc, en s'associant comme ça, on a réuni les trois forces policières, les trois plus grosses forces policières au Québec. Puis, en s'apercevant qu'effectivement, on travaillait les mêmes organisations. Donc, au lieu de faire l'ouvrage en double, on l'a fait en simple, mais ensemble. Quant au programme Tolérance Zéro, plusieurs estiment qu'il ne correspond pas aux véritables objectifs. C'est notamment le cas de Jacques Paquette, qui a consommé des drogues dures et qui travaille depuis quelques années avec les gens de la rue. Oui, c'est bon, par exemple, Tolérance Zéro. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas se limiter seulement à percer sur le petit consommateur. Il devrait aussi essayer de viser le haut de la pyramide. T'sais. C'est sûr qu'en perçant la base de la pyramide, tu vas finir par la faire tomber. C'est-à-dire que si la tête est tout le temps là pour rénover le basement, comme on dit, ça ne donnera pas grand-chose. C'est-à-dire que oui, il y a une petite amélioration, là, mais pas de quoi crier Alléluia demain matin. We're police officers from the Narcotic Division. You are presently under arrest for trafficking narcotics. You have the right to obtain counsel, and you say or do can and will be used against you in the court of law. You understand these rights I've just given you? Do you understand? Voilà, l'affaire existe. Il y a des gens qui consomment. On ne peut plus nier cela. La guerre à la drogue, même le chef d'Interpol dit que c'est un échec. Même le directeur général d'Interpol dit que c'est un échec. Il y a d'autres méthodes. C'est pas un petit jeune de 22 ans qui a un côte de cuir avec des studs qui va rentrer 24 kilos de poudre à Mirabel. Entre vous et moi, là. Ouais. Faut pas se leurrer avec ça. Là, c'est pas juste au State, mais les films de Mel Gibson qu'on voit ça, là, ou les choses de Bruce Willis. Là. Il y a des très bonnes chances que, justement, ça soit propriétaire d'immeubles, avocat, notaire, politicien réputé. Il y a beaucoup plus de liens qu'on ne l'avoue souvent entre la politique légale, légitime, honnête, en façade en tout cas, et l'économie de la drogue. Il y a beaucoup d'argent provenant des stupéfiants qui est utilisé pour soutenir des commerces non viables en temps normal, comme beaucoup de restaurants, beaucoup de compagnies privées de toutes sortes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tenues artificiellement par le blanchiment d'argent. Et ça peut être parfois des compagnies qui comptent beaucoup d'employés. Oui. Donc, si on décidait de s'attaquer à ça, tout d'un coup, l'économie serait bouleversée. L'économie pourrait être bouleversée si, d'un jour à l'autre, on met à jour toutes les organisations criminelles qui réinvestissent l'argent dans des commerces en apparence légale. C'est évident. Les corps policiers canadiens ont pourtant la réputation d'être parmi les plus efficaces sur la scène internationale. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls joueurs impliqués dans la lutte aux trafiquants. Les gens qui regardent ça à la télévision se disent, bon, s'ils ont pris une fois, comment ça se fait qu'ils reprennent encore? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas neutralisés? C'est possible que vous ne posez pas la question à la bonne personne. Nous autres, on effectue notre mandat, on fait notre travail, et puis à ce moment-là, on les met dans les mains du système judiciaire. Et à ce moment-là, ils font ce qu'ils ont à faire. La réputation des lois canadiennes au niveau des criminels, du crime organisé, la réputation est à l'effet que le Canada est un bon endroit pour opérer, pour transiger, pour venir compléter le crime organisé. Je crois qu'on trouve des solutions au niveau des tribunaux pour vraiment punir. Et je dis ça, punir avec des peines sévères ceux qui sont impliqués dans le crime organisé. Tant qu'on ne pourra pas faire un tout avec l'application de la loi de façon ferme au niveau du crime organisé, au niveau
au niveau de la demande, au niveau de ceux qui consomment, au niveau de l'éducation et prévention, on ne pourra même pas penser à avoir du succès ou de pouvoir avoir la moindre chance d'avoir du succès. Faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'organismes puis de grands noms communautaires qui osent nous dire que la drogue avait chez ces jeunes, puis que ça se porte de mieux en mieux. C'est ça, là, mais c'est carrément le contraire de la réalité qu'on peut voir. Je vous donne un exemple. Si ici, par année, on était habitué de voir environ peut-être 5 000 personnes sous l'effet des drogues chimiques, aujourd'hui, on peut en rencontrer peut-être de 15 à 16 000. C'est pas des farces qu'on se compte, là. Juste l'année passée, nous, par rapport à la rue, il y a eu au moins 9 personnes mortes par overdose. À votre connaissance, est-ce que beaucoup de morts ou de règlements de compte qui sont reliés au commerce de la drogue sur la rue? Effectivement, oui. Il y a aussi beaucoup de règlements de compte qui peuvent passer inaperçus sous forme Les corps policiers du pays s'entendent pour dire qu'il faut réserver d'autres voies que la répression pour les consommateurs de drogue, tout en étant plus sévère avec les gros trafiquants. Si on ne s'en occupe pas au niveau de la demande, on va avoir des problèmes sociaux. Beaucoup, parce qu'il faut traiter ces personnes-là. Les urgences reçoivent ces personnes-là. Et il va falloir ça va demander plus d'appui au niveau au système de santé. Alors ça me préoccupe énormément. En même temps, il faut absolument qu'on développe des façons de dégorger les tribunaux pour ceux qui sont trouvés en possession de quantités minimes. Alors, il faut donner de l'hygiène par en bas et il faut forcer par en haut sur le crime organisé. Par exemple, la politique du Vermont, là, qui arrête les jeunes Canadiens qui passent avec un mégot de hache ou de cannabis, qui saisit la voiture, qui appelle les parents sur les lieux, qui ne laisse pas partir la voiture, parce que, bon, je trouve ça d'une ineptie, surtout tellement anti-économique. Hein. Le plus gros effort, il n'est pas à la police à le faire, c'est pas aux municipalités, c'est pas au gouvernement non plus, c'est chaque personne soi-même en partant. Si jamais vous voyez une personne gelée à quelque part, vous pensez qu'elle est gelée ou sur l'effet de la drogue, déjà de passer à côté de cette personne-là puis de demander si elle est correcte, c'est toujours mieux qu'il dise « Ah, regarde le maudit punk qui est gelé comme le bâtard et blablabla, blablabla. » C'est que déjà là, si on pourrait, chacun de nous autres mêmes, en tant qu'être humain, rabaisser de petites affaires de nos préjugés, je pense qu'on aurait déjà au moins 40% du travail de fait. Après ça serait d'intervenir et de donner les ressources à ces personnes. On continuera donc pendant des années à entendre toutes les suggestions imaginables allant de l'emprisonnement à perpétuité pour les cahiers d'importateurs ou encore la légalisation de la drogue qui leur retirerait supposément leur marché sous le nez. Il reste que des gens ont insisté pour nous faire remarquer que si on a cette impression de tourner en rond, c'est que d'une part, on continue encore à confondre sur le même pied lutte contre le cannabis et lutte contre l'héroïne, malgré toutes les études publiées depuis 30 ans, et que d'autre part, on amène encore devant les juges des gens qui sont plutôt des victimes, alors que les responsables et coupables s'en défilent.